Des réglementations absolument nucléaires, du moins dans l'esprit de l'élite des États-Unis, sur les minéraux rares. Leur réaction a été absolument catastrophique. Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100%, mais il a dû revenir sur cette position lorsque le marché mondial s'est effondré. La Chine redouble d'efforts, affirmant que les réglementations sur les terres rares sont importantes parce qu'elles sont essentielles à un usage militaire. Les États-Unis. Eh bien, la Chine soutient donc qu'elle a le droit légal de préserver la paix et la stabilité mondiale en s'assurant qu'elle sait comment ces matériaux sont utilisés. La Chine a décidé d'opter pour une décapitation technologique. C'est exactement ce que représente cette nouvelle directive. Elle prouve que Xi Jinping et le Politburo ont complètement perdu patience face aux stupidités du maître de piste. Désormais, il joue dur. En regardant la réaction de Trump, on voit bien que cette fois, le coup a vraiment porté. C'est très simple. Si vous voulez importer des terres rares de Chine, ou tout produit contenant plus de 0,1% de terres rares chinoises, vous devez obtenir une licence d'exportation. C'est très simple. Si vous dirigez une opération civile, il n'y aura aucun problème. Cela s'applique à d'innombrables nations du Sud global. Quand il s'agit du complexe militaro-industriel américain, ouch, c'est là que ça fait mal. Et c'est exactement ce que les Chinois voulaient cette fois-ci. Donc le fameux FAFO, restons polis, cette fois, Trump s'est fait FAFO jusqu'au bout, littéralement. Il ne s'attendait absolument pas à ce que cela arrive. Il faudra au mieux 5 ans, plutôt 10, pour reconstruire une nouvelle chaîne d'approvisionnement en terres rares à partir de zéro, ce que les États-Unis devront faire désormais. Cela n'arrivera pas. Et dans 10 ans, dans tous ces secteurs de haute technologie impliquant les terres rares et les minéraux, la Chine aura une avance considérable. Alors quel est le pari stratégique des Chinois en ce moment? So what is the strategic bet of the Chinese at the moment? And this, when you look at how they conceive that is strategic. Quand on examine la manière dont ils conçoivent cela stratégiquement, et pourquoi maintenant on perçoit les mérites des plans quinquennaux et des plans quinquennaux suivants, qui, soit dit en passant, ont été appliqués avec grand succès dans le développement du Xinjiang et du Tibet, ce que l'on appelait autrefois, dans la Chine classique, les régions de l'Ouest. Ils ont parié en 1989 sur la campagne « Aller vers l'Ouest » pour développer ces régions à un rythme effréné, et cela a toujours occupé une place très particulière dans chaque plan quinquennal ultérieur. Même chose avec Made in China 2025, lancé il y a 10 ans, donc 2 plans quinquennaux plus tard également. Ils ont dit, regardez, d'ici 2035, nous devons être, sinon le leader, du moins parmi les 2 ou 3 premiers dans ces 10 secteurs de haute technologie. Ils sont déjà des leaders dans 7 ou 8 secteurs, et bientôt ils domineront les 2 autres. Encore une fois, planification centrale. Maintenant, à propos de cette directive du ministère du Commerce concernant les terres rares, d'ailleurs, le traitement et le raffinage sont contrôlés par la Chine, jusqu'à 90% du marché. Très, très important. C'est simple. Leur pari stratégique, c'est qu'ils pourront combler leur retard en matière de semi-conducteurs. Ils ont encore un écart par rapport aux États-Unis. Bien plus rapidement que les États-Unis ne pourront reconstruire leur chaîne d'approvisionnement en terres rares et bien sûr, tout effort plus large de réindustrialisation. C'est donc un pari très ambitieux. Si les Chinois font cela, c'est parce qu'ils ont tout calculé en détail et se sont dit « nous pouvons y arriver ». Pourquoi? Encore une fois, planification centrale, fonds illimités pour la recherche. Et cela signifie de l'université de Tsinghua, qui est aujourd'hui la principale université scientifique de la planète, jusqu'aux centres de recherche comme Huawei à Shenzhen, sur tout le spectre. Et bien sûr, des directives, des objectifs,
le rapatriement des meilleurs cerveaux qui ne sont pas encore en Chine, qui se trouvent encore quelque part en Europe ou dans la Silicon Valley, les incitant à revenir. La plupart sont déjà rentrés. Voilà. Lorsqu'on met tout cela ensemble, on obtient une stratégie concertée en matière de guerre commerciale et technologique, avec l'état d'esprit suivant. D'accord, c'est un défi immense, mais nous avons tout ce qu'il faut pour gagner. Qu'a, en comparaison, les États-Unis? Moins que zéro planification, de la fanfaronnade et un maître de cirque battant des ailes sans arrêt. Voilà ce qu'ils ont. Vous avez mentionné le RIC, la Russie, l'Inde et la Chine, et la façon dont Trump les a essentiellement isolés et provoqués à suivre leur propre voie. En même temps, il y a eu tous ces rapports sur la Russie à travers ces documents divulgués par le groupe de hackers Black Mirror, affirmant que la Russie aurait fourni des Su-35 à l'Iran. Je sais que vous avez aussi publié cela sur votre chaîne Telegram. Si l'on regarde les choses sous cet angle, la Chine s'attaque véritablement au complexe militaro-industriel américain avec ses réglementations sur les terres rares. Et de l'autre côté, l'Iran doit se préparer à la guerre, la Russie jouant le rôle de fournisseur grâce à sa base militaro-industrielle en pleine expansion. Réagissez à cela. En quoi cela change-t-il le calcul, d'une manière ou d'une autre? J'ai eu une réunion officieuse à Pékin avec l'ancien colonel de l'APL, Joe Bo. Officieusement. Nous étions d'accord dès le départ. C'était officieux. Il m'a raconté des choses vraiment dures et fascinantes. Il m'a posé des questions sur la Russie. En gros, il m'a parlé de la Chine et moi je lui ai parlé de la Russie. Ce que je peux vous dire, à vous tous, c'est qu'il a reconnu très diplomatiquement que la Chine aide l'Iran dans de nombreux domaines. Je ne peux pas préciser, mais je suis sûr que vous en avez tous une assez bonne idée. De la même manière, les Russes ne disent jamais officiellement à personne, pas même aux médias russes, pas même à ceux qui interviewent Peskov ou Lavrov quotidiennement, ce qu'ils envoient réellement à l'Iran. Et nous savons qu'ils envoient beaucoup de choses très importantes, car des Antonov atterrissent à Téhéran pratiquement tous les jours. Ce que l'on peut dire, c'est que la Russie et la Chine, dans le cadre de leur partenariat stratégique interactif et chevauchant, ainsi que l'Iran, entretiennent également des partenariats stratégiques entre eux. Et évidemment, tous trois savent très bien qu'une attaque contre l'Iran, je ne dirais pas qu'elle est pratiquement certaine, mais elle est vouée à se produire dans les prochains mois. Toute cette tactique de diversion, vous savez, Netanyahou envoyant des messages à Poutine par l'intermédiaire de tiers qui n'étaient pas intéressés à New York. C'est du pur n'importe quoi. Personne n'y croit, bien sûr. Donc peut-être que le calendrier a été repoussé, disons, de quelques mois, début 2026 ou le printemps 2026. Cela ne se produira pas entre maintenant et la fin de l'année, car l'objectif principal est désormais de détourner l'attention du génocide. Toute cette mise en scène autour de Gaza a essentiellement deux objectifs. Premièrement, récupérer les otages ensanglantés, c'est la seule chose dont il parle. Et deuxièmement, détourner l'attention du génocide afin que le reste du monde puisse commencer à parler de paix à Gaza, une paix inexistante à Gaza. J'aurai une meilleure idée de ce qui se passe en fonction de mon prochain voyage. Je ne peux pas vous dire où je vais, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont une idée. Je pourrais alors avoir une intuition et quelques informations internes sur place concernant la direction que tout cela prend, et bien sûr, celle que prend la direction iranienne. Il y a beaucoup de débats en Iran sur les prochaines étapes. Beaucoup de discussions portent sur le fait que le président Raïssi serait trop conciliant et croirait encore que l'Occident serait disposé à conclure un quelconque accord. It's outrageous, far. Une chose que les Chinois et les Russes savent avec certitude, c'est que quoi qu'il arrive ensuite,
Cette attaque contre l'Iran, lorsqu'elle se reproduira, sera une attaque contre nous tous, une attaque contre les BRICS, une attaque contre l'OCS et une attaque contre les principaux moteurs des deux organisations. Il n'y a donc aucune illusion à Pékin ni à Moscou. Même si Moscou dira toujours « Notre guerre n'est pas en Asie occidentale, notre guerre est ici, à nos frontières occidentales ». C'est exact. Mais ils doivent se coordonner pour élaborer une réponse en cas d'attaque contre l'Iran. C'est un sujet qui, à bien des égards, reste tabou à Moscou. C'est une discussion très sensible. On peut par exemple avoir de bons débats avec des personnes très proches des services de renseignement ou travaillant pour ces services, ou encore avec certains membres plus francs des groupes de réflexion, mais pas du club Valdai. Think tanks, not the Valdai Club. Valdai Club continues to be Atlanticist. I have many friends who are... Le club Valdai reste atlantiste. J'ai beaucoup d'amis qui en sont membres, mais ils croient encore qu'un accommodement avec l'Occident est possible. Je pense qu'ils ont raté ce train à grande vitesse. Du point de vue de cette dernière manœuvre chinoise dans le commerce technologique, tout est complètement bouleversé. Surtout parce que personne ne s'attendait à ce que cela se produise si tôt, si brutalement et de manière aussi ciblée, n'est-ce pas? C'est quelque chose que beaucoup de gens à Moscou auraient attendu des Russes, dans le sens d'un coup final contre ces gangsters de Kiev. Et ce coup final ne vient jamais. Il y a des menaces. Oh, c'est une ligne rouge. Oh, en voilà une autre. Oh, encore une autre ligne rouge. Un coup à la chinoise, comme celui qu'ils viennent d'infliger au complexe militaro-industriel américain façon Pentagone, n'est pas pour tout de suite, du moins pas encore. Une fois de plus, c'est une discussion très délicate à avoir à Moscou. Personne ne vous donnera de réponse à ce sujet et personne ne vous fournira d'explications si ce n'est l'esprit légaliste de Poutine, sa patience taoïste infinie et tout le reste. Mais cela ne suffira pas. Nous savons ce qui va se passer ensuite, en ce qui concerne ce Kabuki Tomahawk, sans parler du fait que l'OTAN est désormais totalement hors de contrôle, intensifiant sa guerre contre la Russie, bien sûr avec des armes américaines, tandis que le prix de l'or, du platine et des terres rares est payé en euros inestimables qu'ils n'ont pas, soit dit en passant. Exactement. Comme si ce n'était pas la même chose, Pepe. Acheter des armes à l'OTAN, acheter des armes aux États-Unis, puis les utiliser avec le renseignement américain et sous la direction et l'opération des États-Unis. C'est tout simplement stupéfiant. Oui, c'est totalement ahurissant, mais c'est bien la direction que nous prenons. Il y a une raison très importante à cette intensification. Certains secteurs, certains cercles de pouvoir à Moscou en viennent enfin à la conclusion qu'Alaska était un kabuki, un pur kabuki. Et nous avons tous été dupés par cela. Tous. Nous avons été trompés à cette époque. D'accord, peut-être que c'était le début, une remise à zéro et blablabla. Non, c'était un kabuki. Et je pense que la meilleure explication de ces derniers jours est venue une fois de plus de Ryabkov, le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères. Ryabkov a trouvé une belle métaphore, celle d'un bâtiment en train de s'effondrer. Il a dit que ce bâtiment s'effondre et que les fissures ont désormais atteint les fondations. Le bâtiment est donc sur le point de s'écrouler complètement. Et puis il a ajouté, « Écoutez, de notre côté, nous sommes intéressés, d'accord, reconstruisons cette structure dès que possible. Mais nous ne voyons aucun intérêt de l'autre côté à commencer à le faire. » En gros, Ryabkov dit que les relations entre la Russie et les États-Unis sont revenues à la case départ, ou même à la case zéro d'ailleurs. Et ensuite, Poutine, je ne me souviens plus si c'était avant ou après Ryabkov, ou peut-être pendant Valdai, a dit « Écoutez, si cette histoire de Tomahawk continue, alors les relations entre les États-Unis et la Russie reviennent, une fois de plus, à la case zéro. » Au moins, il n'y a plus d'illusion au Kremlin, ni au ministère des Affaires étrangères, et certainement pas au ministère de la Défense. D'ailleurs, les Tomahawks, pour eux, c'est comme les Storm Shadow, comme les Scalp.
ils savent comment gérer les Tomahawks. En fait, ils en ont détruit beaucoup. In fact, they destroyed a lot of Tomahawks. Guess when? 7 years ago in Syria. Devine quand? So plenty of Il y a experience 7 ans, en Syrie. smashing Tomahawks. Donc, beaucoup d'expérience dans la destruction de Tomahawks. Cela ne changera rien sur le champ de bataille. That's Et very Poutine a également dit que cela ne changerait rien sur le champ de bataille. Mais c'est très sérieux. Les États-Unis fournissent des renseignements de tout premier ordre à Kiev. Ainsi, Kiev, avec les missiles longue portée qu'il possède déjà, peut attaquer des raffineries de pétrole et même des oléoducs en plein cœur de la Russie. L'OTAN entre dans ce jeu. Donc les Tomahawks, s'ils sont fournis, y entreront aussi. Quelle devra être la réponse russe? Une autre frappe à Ramstein ou une autre frappe quelque part au fin fond de la Pologne? Le feront-ils? Encore une fois, avec l'esprit légaliste de Poutine, probablement pas. Alors, tu vois, qu'est-ce qui manque à la Russie? So, what's lacking from Russia, and it's the only Et c'est le seul langage que ces gangsters comprennent. Je ne dirais pas qu'ils le respectent, mais au moins qu'ils y prêtent attention. Quelque chose comme ce que les Chinois viennent de faire au complexe militaro-industriel américain. Quelque chose de ce niveau-là. Et les Russes n'en sont pas encore là. Ils continuent de dire, vous savez, d'accord, nous conquérons un village chaque semaine et tout ça. Donc cela peut durer encore 10 ans. C'est ridicule. Et il y a des gens bien informés à Moscou qui disent, écoutez, cette guerre aurait dû être terminée l'année dernière. Que faisons-nous ici? Allons-nous aller jusqu'en 2028, 2029, 2030? Et puis en 2030, l'OTAN dira que ce sera la guerre de l'OTAN contre nous et nous serons encore en train de nous battre en Ukraine. Donc cela ne tient pas debout. Mais bon, évidemment, il n'y a qu'une seule personne qui a la réponse à toutes ces questions. Et lui, il ne parle pas. and he's not talking. Je voulais justement évoquer ce qu'a dit le ministère du Commerce, afin que tu puisses réagir. Oui, à propos du retournement de situation opéré par la Chine, qui rejoint ton point sur ce qui se passe avec l'Iran et la Russie, peut-être même une aide militaire à l'Iran, ainsi que la propre impasse de la Russie, contrainte de mener ce qui devient une guerre sans fin avec l'OTAN. Oui, tout cela finira, comme tu l'as dit, par un affrontement majeur à cause de manœuvres comme celle-ci. C'est un geste énorme. Voici ce que le ministère du Commerce a déclaré à ce sujet en réponse à Trump. C'est une action légitime du gouvernement chinois, mais la personne qui a publié cela n'a pas mis en avant ce que je considérais comme la partie la plus importante. La Chine, en tant que grande puissance responsable, applique des contrôles à l'exportation sur les produits concernés, conformément à la loi, afin de mieux défendre la paix mondiale et la stabilité régionale, et de remplir ses obligations internationales en matière de non-prolifération et autres. En effet, avec les minéraux de terres rares et les conflits militaires fréquents dans le monde, la Chine a pris conscience de l'importance de l'utilisation de ces terres rares moyennes et lourdes dans le domaine militaire. Et voilà. Legitimate action by the Chinese, absolutely. Légitime du point de vue des Chinois. Absolument. Bien sûr que oui, parce qu'ils savent ce que le Pentagone va en faire. En réalité, il le fait déjà. Il l'a fait, et il continuera à le faire. Sans parler du fait qu'une partie de ce matériel peut finir, devinez où, entre les mains de gangsters du type Kiev, ou pire encore, d'un ISIS reconditionné un peu partout. Pouvez-vous imaginer une sorte de branche semi-nucléaire du mouvement islamique du Turkestan oriental, le MITO? Des Ouïghours endurcis, endoctrinés par le MI6 et la CIA, bien sûr. Et le MI6 et la CIA remettraient facilement ses armes à ces gens. Très bien, maintenant allez au Xinjiang et faites tout exploser. Évidemment, les Chinois ont de quoi s'en inquiéter. Mais, de toute évidence, c'est surtout une affaire de Pentagone. Et les Chinois sont très doués pour frapper là où ça fait mal. And the Chinese are very good at hitting where it hurts. Et il continue, car après la réponse aux réglementations sur les terres rares, je ne sais pas si tu as vu cela, ils ont fait ceci.
Donc, The Cradle, auquel tu contribues également, a rapporté que le ministère des Affaires étrangères de Chine a déclaré « Nous nous battrons jusqu'au bout ». C'est ce qu'ils disent depuis le début de la guerre commerciale. Mais voici la mesure qu'ils ont prise en octobre, au moment même où nous parlons. En octobre, ils ont imposé des sanctions aux filiales américaines d'un chantier naval sud-coréen. Le gouvernement chinois a également promis de mener la guerre commerciale jusqu'au bout. 5 filiales américaines du groupe sud-coréen Hanwha Osun ont été visées par les sanctions chinoises. Et cela intervient, Pepe, alors que les États-Unis, avant l'entrée en vigueur ce mois-ci en Chine des réglementations sur les terres rares, ciblaient le transport maritime chinois avec des restrictions et des sanctions internationales. J'ai une liste quelque part, Danny. Je ne pense pas que je pourrais la retrouver maintenant. Mais tout ce que les États-Unis sanctionnaient avant que les Chinois ne perdent patience, ce sont des rangées et des rangées d'entreprises dans tous les domaines. Alors évidemment, quand le ministère du Commerce a vu la liste de tout ce qui avait été modifié, ils ont dit « il faut arrêter ça ». Ils ont donc opté pour l'option nucléaire. Évidemment, on ne provoque pas une superpuissance de cette manière. Et tu te dis « oh non, ils ne le feront jamais ». Et c'est justement la différence maintenant entre cette réaction chinoise et l'absence de réaction russe face aux provocations. Je me demande si cela est examiné en détail par le Kremlin, par le ministère de la Défense. Sinon, il devrait, non? Et évidemment, lorsqu'ils observent cet axe sioniste absolument effroyable, le continuum Trump-Netanyahou, le pouvoir des soutiens et des donateurs sionistes derrière Trump, vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu Adelson, vous les avez vus. Vous les avez vus à l'œuvre, tous à l'œuvre. Et c'est effrayant. C'est effrayant. C'est absolument effrayant, n'est-ce pas? Et à tout cela s'ajoute la mentalité russophobe des élites américaines et des élites anglo-américaines dans leur ensemble. Quand on met tout cela ensemble, et bien sûr, l'esprit de vassalité des élites européennes russophobes. Quand on met tout cela ensemble, en ce qui concerne la Russie, les Russes, à ce stade, devraient savoir en détail que la guerre éternelle menée contre eux est une guerre éternelle. Vraiment. Et il n'y aura aucun répit. Point final. Ils ont donc 2 façons de gérer cela. Soit reporter une conflagration finale, qui serait inévitable entre l'OTAN et la Russie, soit adopter un message à la Orchinik et dire « Regardez, vous ne faites pas attention. Voici la carte de visite de M. Orchinik. Vous ne faites toujours pas attention. En voici une autre. » Ce serait la seule façon d'attirer leur attention. Mais nous n'en sommes pas encore là. Loin de là, vous savez. Beaucoup d'entre nous s'attendent à ce que si un Tomahawk est lancé contre une cible très précieuse au cœur de la Fédération de Russie, avec la possibilité de victimes civiles également, la Russie réponde avec un RHD. Pas nécessairement. Nous ne savons pas. Probablement pas. Et ensuite, Poutine trouvera une autre excuse. Donc, vous savez, je pense que nous arrivons au moment décisif pour tout cela. Nous arrivons au moment décisif. Et cela ne dépend pas d'une victoire totale de la Russie dans les prochains mois, car il n'y aura pas de victoire totale dans les prochains mois. Les choses vont traîner encore et encore. Ce que les Russes doivent comprendre, c'est que désormais, ce front occidental sioniste, atlantiste et russophobe contre eux est solide comme le fer, et qu'il ne va pas se dissoudre. Oubliez l'Alaska. Oubliez toutes sortes de prochains Alaska. Oubliez un autre appel téléphonique Trump-Poutine. Tout cela, c'est des conneries. Rien ne va changer. Au contraire, il faut intensifier les choses. Pepe, avant de te laisser partir, ta réaction finale. C'est comme la cerise sur le gâteau de tout ce dont nous avons parlé. Les exportations de septembre, c'est fantastique. La croissance de 8,3% des exportations totales que la Chine a réalisées dans le monde
vous savez, malgré tous ces tarifs et ces menaces renouvelées. Mais les exportations vers les États-Unis ont chuté de 27%. Elles ont chuté de 27%, exactement. En revanche, les exportations vers les nations de l'ASEAN, vers l'ASEAN, Ils montent de plus en plus. 15, 10, 56 vers l'Afrique, 56%. Bref, vos dernières réflexions. Absolument. Eh bien, encore une fois, cela prouve le point de vue des Chinois. Même lors de la première vague de ce tsunami de tarifs Trump, il y a quelques mois, c'était au printemps de cette année, ils ont dit « Regardez, nous n'avons plus besoin du marché américain. Il représente moins de 10% de nos exportations. Nos grands marchés d'exportation en croissance sont l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Et ces chiffres datant du mois dernier, il y a seulement quelques jours, le confirment. Ils peuvent donc continuer à vivre en exportant encore davantage vers tous les partenaires de l'ASEAN ici. Après tout, les 10 nations de l'ASEAN, leur premier partenaire commercial est déjà la Chine. Et puis, il y a les possibilités infinies du marché africain, sans parler bien sûr de l'Amérique du Sud. Le commerce entre la Chine et le Brésil ne cesse encore une fois d'augmenter. Les fèves de soja achetées aux États-Unis, qui s'en soucient, les Chinois les achètent au Brésil. Et Danny, le plus incroyable, c'est qu'il n'y a pas un seul fichu idiot dans le cercle de Trump capable d'analyser ces chiffres. C'est absolument disproportionné en termes d'imbécilité. Eh bien, tu as entendu Trump. Il a dit que Netanyahou appelle à propos d'armes dont il n'a jamais entendu parler. Donc il ne demande même pas à ces gens du Pentagone, qui n'ont peut-être eux-mêmes pas la moindre idée de ce qui se passe réellement ici. C'est juste plein gaz sur la chaîne de montage. Regardez simplement ce secrétaire à la guerre ridicule. Vous n'avez besoin de rien d'autre, n'est-ce pas? Non. Même un match de la Fédération mondiale de lutte est plus crédible que tout ce qui sort de la bouche de ce type. Coming from this guy.